Le processus électoral suit son cours. La Commission électorale nationale autonome a rendu disponibles les duos présidentiels, les duos retenus pour la présidentielle de 2021. Les acteurs et partis politiques multiplient les sorties. La mouvance qui n'entend pas, donc de son côté, se laisser accuser d'exclusion. Et de l'autre côté, coup de force de Patrice Talon, est-on tenté de dire face aux incohérences alignées des partis politiques d'opposition face au régime du nouveau départ. L'opinion médusée n'en peut plus des failles dans la stratégie politique de l'opposition et s'inquiète. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette émission Entretien-Analyse. Je reçois pour vous Médéric Gongo. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame et bonjour amis téléspectateurs. Alors, Médéric Gongo, nous sommes au lendemain de la sortie du président de la Commission électorale nationale autonome qui a rendu disponibles les duos retenus pour le compte de la présidentielle de 2021, même si c'est d'abord provisoire en attendant les réclamations. Vous êtes fondé du quotidien Actu Express, mais surtout analyste politique, et c'est à ce titre que je vous reçois dans cette émission. Dites-nous, quelle lecture faites-vous à cette étape du processus électoral? Le processus électoral suit son cours selon le code électoral en vigueur aujourd'hui. Les acteurs politiques, qu'ils soient de l'opposition ou de la mouvance présidentielle, jouent de leur partition pour se faire entendre. La Sénat a rendu publique la liste de 3 duos devant s'affronter conformément aux prescriptions du code électoral et aux exigences qui y sont contenues. À l'arrivée, l'impression fait transparaître une certaine déception dans le rang de la population, de l'attentisme, de la résignation et à la limite une répugnation vis-à-vis de la chose politique. Un arrière-goût d'insatisfaction sur fond de combat entre la mouvance présidentielle et la mouvance oppositionnelle qui ne veulent pas laisser le terrain ni à l'un ni à l'autre dans le cas de figure. Pensez-vous, Médéric Gongo, qu'aujourd'hui, dans le contexte avec ces duos retenus, on pourrait craindre des tensions? Normalement, dans les pays qui se respectent, la volonté populaire doit s'exprimer à chaque étape de l'existence d'une nation, notamment dans la période électorale. On devrait s'attendre à ce que les insatisfactions, les mécontentements s'expriment tout juste après la publication de ce résultat provisoire des duos devant s'affronter au scrutin de 2021. Mais à contrario, nous avons assisté à une apathie de la population qui illustre à merveille ce dédain, ce désamour de la population béninoise vis-à-vis de la chose politique telle qu'elle se déroule aujourd'hui. Il y a donc plus de peur que de mal, et l'on pourrait être tenté de dire que tant bien que mal, la mouvance présidentielle maîtrise jusque-là le jeu. Mais jusqu'où ira cette volonté de museler le jeu présidentiel, le jeu du scrutin présidentiel? Jusqu'où ira la mouvance présidentielle lorsqu'on sait que lors des législatives, il y a eu exclusion, lorsqu'on sait que lors des municipales, il y a eu une ouverture à demi-teinte? Est-ce qu'aujourd'hui, le peuple béninois qui s'est déplacé à moins d'un électeur sur 10 pour les législatives, à moins d'un électeur sur 2 pour les municipales, va accepter également aujourd'hui élire son président dans ces conditions? Alors, Médéric Gongo, je vous arrête tout de suite. Vous ne pouvez pas parler d'exclusion aujourd'hui en l'état actuel on a vu Patrice Talon promettre à des partis politiques qu'ils allaient obtenir le parrainage. On a vu Patrice Talon afficher sa volonté de faire de ces élections une fête. Donc, sa volonté de ne pas exclure cette fois-ci. Comment est-ce que, avec tout ce jeu-là, on a vu des ténors de la mouvance présidentielle sortir, dire qu'ils ont fait de leur mieux pour donner le parrainage à ceux qui en voulaient et tout, et vous parlez encore d'exclusion. Est-ce que l'opposition ne s'est pas exclue d'elle-même? C'est vrai qu'une élection ne se gagne pas seulement le jour du vote. Le processus électoral commence déjà dès la mise sur pied de la structure ou des structures devant gérer l'organisation et le contentieux du vote. Cela se poursuit au niveau de la mise sur pied du COSLEPI, du fichier électoral,
de la mise sur pied du matériel électoral, de la confession du matériel sensible et du suivi du vote, le jour du vote, jusqu'à la compilation des résultats au niveau des points centraux de concentration des résultats. Mais l'on a vu que le pouvoir en place, dans la logique de ce que la lutte politique a fait de rapport de force, maintenir à distance l'opposition de fait, l'opposition factice, et l'empêcher d'aller vers sa cohésion. Cela participe également de la lutte politique. On pourrait parler de ruse et de rage. Mais l'on a constaté que longtemps durant, sous prétexte qu'ils cherchaient le récépissé, le parti, les démocrates, se sont mis hors jeu du débat de la présidentielle et n'ont pas très tôt intégré le débat du fichier électoral, n'ont pas très tôt intégré le débat par rapport au parrainage. C'est vrai qu'il y a eu du juridisme également autour du parrainage, mais c'est également vrai qu'à la physionomie des trois duos retenus aujourd'hui, on est tenté de dire que nous allons vers un match qui est joué d'avance. Un match qui est joué d'avance, et c'est en cela qu'on peut être amené à parler d'exclusion. Parce que lorsque vous voyez la FCBE, du moins le duo qui est autorisé, et le duo des transfuges, des démocrates qui est également autorisé, on pourrait dire que le chef de l'État se retrouve en face des faits-valoir, des pantins, des strapontins, pour revenir. Mais je me dis un instant qu'on pourrait éviter l'exclusion cette fois-ci. Parce qu'il y a des éléments forts qui militent en faveur du chef de l'État. Nous l'avions écrit. Il est des atouts certains, notamment par rapport aux réalisations des infrastructures, notamment par rapport aux réformes politiques aujourd'hui. Mais que diantre, observons-nous. Nous voyons des mouvanciers qui jouent à se faire peur, qui jouent à amener le système, à museler le jeu. Alors qu'en ouvrant le jeu, on l'a constaté, même en ouvrant le jeu au niveau des opposants, les opposants au niveau des démocrates n'ont pas pu réussir à avoir un leadership clair. Cela veut dire que le jeu est jouable, même si on sautait ou on suspendait ce critère de parrainage qui est aujourd'hui la véritable pomme de discorde. Donc, en termes clairs, il y a véritablement exclusion, ou tout au moins, il n'y a pas une ouverture totale pour parler d'équitabilité, pour parler de ce que toutes les sensibilités seraient véritablement présentes pour qu'on assiste à ce que le chef de l'État appelait une fête électorale. Je pense que, à l'allure où vont les choses, nous pourrons être amenés à assister à des remous, notamment dans des régions où l'on pourrait penser qu'on aura des ténors qui se présenteraient à la présidentielle. Nous pourrons être amenés à assister à des boycotts actifs, puisque nous l'avions annoncé il y a cela plus d'un mois au niveau des Actu Express, qui avait des indices persistants du boycott de l'opposition. Et lorsqu'on voit la stratégie que cette opposition, notamment, parce qu'il y a trois catégories de l'opposition, il y a l'opposition de fait, parce que n'étant pas au pouvoir, il y a l'opposition de raison, parce que ayant la capacité de faire des propositions alternatives, et il y a l'opposition de principe pour des gens qui sont éternellement insatisfaits et éternellement de l'opposition. Dans cette maille-maille de l'opposition, aujourd'hui, nous avons constaté qu'en l'absence d'un leadership clair et d'une boussole au niveau des premiers partis virtuellement de l'opposition et dirigés notamment par les présidents Azanaï, les présidents Adjavon, les présidents Yaïboni et subsidiairement Eric Rondoté et de l'autre côté Basile Arossi, tout cela n'arrivait pas à s'entendre au lendemain de leur écartement des législatives. Mais on en était là quand une opposition plus vigoureuse, plus vivace, n'ayant absolument régné avec la vieille classe politique telle que nous la vivons aujourd'hui autour du chef de l'État, cette opposition a décidé de prendre son destin en main, a décidé de prendre le devant des choses, et je veux parler notamment du mouvement populaire de libération, pour se retrouver dans le cadre de ce congrès à Savès et sonner le glas de l'immobilisme, sonner le glas des accointances incestueuses auxquelles nous avons assisté, de la compromission au lieu des compromis qu'on a eus, et venir tel, j'allais dire, l'enfant prodige,
pour donner le signal d'une vraie opposition, l'opposition qui se base sur des idées, l'opposition qui va avec finesse. Alors justement, puisqu'on parle du mouvement populaire de libération, cette semaine, on a assisté à la déclaration coup de poing du parti politique dirigé par Sabissira Korogoné et Expérience TV. On ne comprend véritablement pas ce parti politique. Le parti revendique à tue-tête à chacune de ses sorties être de l'opposition, vrai et dur à Patrice Talon, mais livre en même temps un combat sans merci aux membres de la famille ou de la communauté à laquelle elle appartient. Dites-moi, quelle est déjà votre première impression sur cette sortie? Est-ce que le MPL n'a pas loupé une occasion de se taire? Vous savez, à la création du MPL, beaucoup pensaient que c'était un parti de circonstance pour avaliser la politique gouvernementale. Mais à l'épreuve des événements, dans les prises de position des différents responsables du MPL, on a constaté que le MPL est de l'opposition politique, mais s'identifie par l'originalité, d'abord de ses remarques, par la profondeur de ses analyses et par la pertinence de ses propositions. La sortie à laquelle nous avons assisté la fois dernière, qui, à tort ou à raison, est qualifiée d'une sortie inopportune par certains acteurs de l'opposition politique qui se recherchent et recherchent encore ces marques, cette sortie était opportune et s'inscrit à merveille de notre piédestal d'analyse, s'inscrit à merveille dans la logique du MPL depuis que ce parti a été mis en place. Je m'explique. Oui, expliquez. L'opposition politique qui avait raté sa cohésion le 15 décembre 2018 au siège de Vidolé s'est retrouvée renforcée par une force juvénile qu'incarnait à merveille le MPL. Des rencontres ont eu lieu. Une plateforme a même été établie. Les informations font état de ce que une forte délégation envoyée sous la couverture du président Boni Yahi était arrivée discuter avec les responsables du MPL par rapport à la position à adopter eu égard à l'application de la décision ou à la mise en œuvre des injonctions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Le MPL était partant. Le MPL avait manifesté son adhésion à cette démarche. Mais, contre toute attente, le MPL a constaté que tout se passait sans qu'on ne l'associe ou tout au moins sans qu'il n'ait pas de temps, qu'on ne le qualifie d'être avec le pouvoir ou de vouloir infiltrer l'opposition, de vouloir jouer à la taupe. Mais à l'épreuve des événements, qu'est-ce qu'on constate? La cohésion au niveau du MPL est intacte. Depuis sa création, avec la gestion des susceptibilités, lors des municipales, il y a eu des ronchonnements, mais on n'a jamais vu des soulèvements spectaculaires comme on le voit aujourd'hui au niveau de nombre de partis de l'opposition politique. Au niveau du MPL, nous avons vu qu'il y a une constance. Nous voulons aller au présidentiel, mais nous ne voulons pas aller au présidentiel en déposant un dossier incomplet. Ce qui s'assimilerait à une homologation de la stratégie du pouvoir en place. Donc, tant que nous n'avons pas la possibilité d'avoir les parrains, alors que nous avions fait des démarches, je parle en lieu et place du MPL, puisque le MPL nous avait annoncé, il y a cela quelques semaines, que le téléchargement était déjà à 95% par rapport au parrainage. Le MPL nous avait annoncé qu'il avait déjà adressé des correspondances à toutes les tendances politiques qui pouvaient lui permettre d'avoir les parrainages. Le MPL avait tenté, parce que, ayant raté le rendez-vous des législatives, d'aller vers les communales et des municipales pour avoir la capacité des 77 maires de capter ne serait-ce que les 16 parrains pour s'inscrire dans la logique du gouvernement, pour être légaliste et participer aux élections, mais cela n'a pas été possible. C'est dans cette autre idée que le MPL a décidé de ne plus suivre le processus en cours. Mais contre toute attente,
avec l'opinion publique nationale et internationale et les analystes que nous sommes, nous avions vu que l'opposition politique est allée à rang dispersé. On a vu le candidat Ganiou Soglo, qui s'est inscrit dans la logique de l'ancienne constitution, qui devrait être rétabli au terme des injonctions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, déposer sa candidature sans colistier et sans respecter le critère de parrainage. Il a été même félicité par le MPL. Mais on a vu également d'autres candidats qui, tout en refusant le parrainage, se sont présentés en duo, en candidature duo, pour solliciter éventuellement l'accord ou l'aval de la Sénat et plus loin, l'aval de la Cour constitutionnelle. Je crois que droit dans ses bottes, totalement en accord avec sa démarche de départ, le MPL ne pouvait que crier à la trahison, puisque nous sommes ensemble pour un combat. Vous nous tassez encore d'être de connivence avec le pouvoir. Le pouvoir décide de nous exclure. Il y a des critères qui nous excluent tous. Pendant que nous devons nous organiser, vous nous avez demandé de nous organiser pour aller contre ce critère, pendant que vous nous avez demandé de ne pas participer au scrutin, contre toute attente, on voit les autres membres de l'opposition présenter des candidats et cela n'a pas un autre nom que la trahison. Mais dites-moi, Médéric Gongo, est-ce que ce n'est pas un peu trop simple, trop facile d'abord d'entamer une démarche, donc le téléchargement est en cours, est déjà à 95%, et après de revenir dire qu'on ne veut pas cautionner la présidentielle, donc on ne veut pas cautionner ces élections. Alors dites-moi, si le téléchargement à 95% ne s'était pas bloqué, le discours aurait été autre. Et c'est à ce niveau qu'il y a un problème. C'est comme si il surfe, il voit, il se positionne, il se réajuste et on ne sait vraiment pas à quel jeu il joue. Vous savez, le MPL s'est engagé dans la lutte politique sur la base d'un réveil du mouvement populaire, sur la base de la conscientisation du peuple béninois pour une proposition alternative. Le MPL se retrouve donc en phase par rapport à ces idéaux de départ qui l'ont amené à faire preuve de finesse, comme je l'ai dit, de doigté, pour avoir le récépissé. Ça veut dire que le MPL a un pouvoir légal. Donc, dans cet ordre d'idée, le MPL s'est inscrit dans la logique de chercher les 16 parrains. Et sachant bien que le pouvoir ne peut pas avaliser les parrains pour le compte des candidats de taille pouvant battre son candidat ou ses candidats, le MPL a commencé, selon nos investigations, des démarches personnelles pour avoir le parrainage. C'est en cela que le président du MPL sur Canal 3 parlait de téléchargement qui était déjà à 95%. Mais n'ayant pas pu participer au communal, pour des raisons sur lesquelles nous ne reviendrons pas, n'ayant pas pu négocier les 16 parrainages au niveau des maires et des députés, le MPL ne peut que se soumettre à la décision de l'opposition politique, la grande opposition politique. Donc l'entendement du MPL, c'était qu'on devrait être dans une logique où on va vers le respect des injonctions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, on revient vers l'ancienne constitution pour remettre le compteur à zéro, aller vers le consensus et redéfinir les bases légales pour aller aux élections, ou on boycotte le processus de dépôt de candidature pour montrer qu'on n'est pas en phase avec la manière dont les choses se passent. Parce qu'à l'évidence, dans quel pays sommes-nous? Lorsque l'on dit qu'on a 159 parrains et que dans le dispatching, sachant que le parrainage est intitut personnel, doit se faire dans l'anonymat, ce débat a été vidé. La Cour constitutionnelle, la fois dernière, a donné raison à ceux qui ont voulu attaquer l'anonymat du parrainage. Dans quel pays sommes-nous où on retrouve le chef de l'État qui n'avait besoin que de 16 parrains, se retrouver avec 118. Bon, on a comme l'impression
que l'on y va trop au niveau de la mouvance, sans intelligence, à la limite avec de l'arrogance, à la limite avec de la suffisance. Parce que si l'on voit les réalisations du président Patrice Talon, si l'on voit ce que les réformes ont déjà fait en mettant de côté la plupart des acteurs politiques classiques et en limitant à leur portion congrue ceux qui sont également sur le terrain, si l'on voit qu'il y a une émergence de nouvelles forces politiques, nous n'en donnons pour preuve que la plupart des leaders qui se sont présentés, nous avons eu des forces, nous avons eu des jeunes, nous avons eu des intelligences au niveau des 20 candidatures qui se sont présentées. Si nous n'observons que cela, nous pouvons dire que le chef de l'État n'avait pas besoin de tout cela. Et à la lueur où vont les choses, c'est tout comme si on a désigné ou nommé les députés, on a désigné ou nommé les maires, et que maintenant, on ne veut pas élire, mais on veut également désigner ou nommer le président de la République. Dans ce cas de figure, nous ne sommes plus dans un système démocratique libéral, nous nous retrouvons ou dans une monarchie républicaine, et il va falloir qu'on ait une royauté, ou nous nous retrouvons dans une république dont la conceptualisation relèverait de l'imaginaire de ceux qui nous ont laissés et qui ont été les meilleurs dans la philosophie politique. Alors, puisque vous êtes analyste politique, Médéric Gongo, pensez-vous que le mouvement populaire de libération et sa stratégie actent ainsi, de par sa manière de procéder, la mort, je dirais, du principe traditionnel de l'opposition politique au Bénin? L'opposition politique n'existe pas en tant que telle au Bénin. Nous avons jusque-là des luttes pour des conservations des intérêts acquis ou pour l'acquisition des intérêts inavoués. Nous avons des compromissions, nous avons des accointances incestueuses entre carriéristes politiques et pseudo-acteurs politiques qui se recherchent. Nous avons jusque-là des alliances et des contre-alliances, des ralliements et des ralliements contre nature, généralement contre les intérêts du peuple et souvent à la veille des périodes électorales dans une précipitation qui ne laisse plus tellement de place à l'opinion publique pour avoir les éléments de taille. Il faut réinventer l'opposition politique béninoise. Doit-on faire l'opposition politique parce que l'on est en désaccord avec ceux qui sont au pouvoir sur le plan des intérêts qu'on partageait ensemble? Suivez mon regard. Doit-on faire l'opposition politique parce que l'on a une conception de la mise en exergue de la valeur humaine ou du capital? Parce qu'en définitive, il n'y a que 3 systèmes qui s'affrontent. Au terme du système démocratique libéral, il n'y a que 3 systèmes qui s'affrontent. Il y a le système libéral pur, il y a la social-démocratie et il y a éventuellement les centristes. Où l'on se situe dans ces 3 catégories, où l'on se met complètement hors jeu, en surfant sur les humeurs des moments, en rejoignant les pouvoirs lorsque ça nous arrange, en quittant lorsque nous pensons que ce sur quoi on s'est entendu dès le départ n'est plus tellement respecté. Je pense que là, nous sommes dans la politique caillerie. Donc, le MPL, comme beaucoup d'autres partis que nous avions eu à côtoyer, je veux parler des nouvelles forces nationales, de Apollinaire, on appelle les mouvements Etchikor, je veux parler de beaucoup d'autres acteurs politiques, je veux parler même de ce qu'incarne Ricky Amadougou aujourd'hui, de ce qu'incarne Aïva aujourd'hui, de ce qu'incarne Moïse Kérékou aujourd'hui, de ce qu'incarne Kokodé aujourd'hui, de ce qu'incarne tous ceux-là qui sont porteurs, tout comme le MPL, d'une autre manière de voir, d'une autre manière de penser et d'une autre manière d'agir. Nous ne devons pas, a priori, prêter des intentions malveillantes à des acteurs politiques qui ont donné la preuve inéluctable de leur engagement pour le peuple. On ne s'engage pas dans le mouvement, l'appel de Niki. On ne va pas faire 8 mois en prison pendant que les compagnons qu'on a été obligés de circuler dans la clandestinité pour plaire à quelqu'un. Si le président Korogoné a accepté, au nom de la lutte, prendre des risques et aller faire 8 mois, je vous dis, en prison,
Nous savons de quoi nous vous parlons. Mais comment est-ce C'est qu'on... fondamentalement parce que il y a un fond de militantisme. Et là, je ne vous apprends rien. Depuis 2001-2002, nous l'amenions. Le président Korogoni à Golf FM pour animer des émissions. Il y a une volonté de ne pas trahir la plupart de la jeunesse consciente qui sont en train de suivre aujourd'hui Metometi, en train de suivre Expérience Tébé, en train de suivre Korogo, en train de suivre tous ceux-là qui ont accepté prendre faire cause. C'est vrai qu'on pourrait reprocher au MPL et à ses dirigeants d'avoir eu à opérer quelques rapprochements. Mais si le MPL n'avait pas fait preuve d'intelligence, comme le NFN, par rapport au pouvoir, c'est pas évident qu'ils aient le récépissé. Comment comprendre, malgré tout, oui, militantisme, soit, et autres, engagement, oui, on le comprend aisément, mais comment comprendre qu'on s'acharne à une équipe de laquelle on tient et qui est déjà faible à cette étape du processus? Vous avez a priori, moi, je ne sais pas les deux questions. L'opposition politique est-elle faible? L'opposition politique regroupée dans le sens, dans le cadre de l'aide démocrate et du front de la restauration de la démocratie, se retrouve-t-elle faible? Moi, je dis évidemment qu'elle est dans une crise de maturation, qu'elle est dans une crise d'existence. Je pensais qu'avec la création du front, le Parti des démocrates allait perdre son autonomie et que la primauté sera donnée aux décisions du front, ce qui devrait être normal. Mais moi, je crois que l'opposition politique est dans la danse à la pavlovienne. Un pas devant, deux pas derrière. Et dans ce cas de figure, ce que nous apercevons comme étant une division, ce qui amène certains acteurs de la mouvance présidentielle à jubiler et, comme je l'ai dit, à manger leur blé en herbe, cela peut participer d'une stratégie de multipolarité des centres d'intérêt pour aller finalement vers un boycott actif du vote. Écoutez, comment pensez-vous qu'on présente plusieurs candidatures au niveau de l'opposition politique et qu'au même moment, on refuse de prendre le parrainage? C'est que fondamentalement, on n'a pas envie d'aller aux élections. Mais qu'on veut être présent dans le processus, utiliser les tribunes que la présence dans le processus nous offre pour critiquer le système. Parce qu'en étant hors du système, on se disqualifiait pour mieux l'apprécier. Donc voilà le débat au niveau de l'opposition. Donc je ne crois pas que cette opposition soit faible. Je ne crois pas que cette opposition soit divisée, ou si elle est véritablement divisée, c'est qu'elle s'entend pour ne pas s'entendre. Et c'est aussi la haute stratégie. Mais parlant du MPL aujourd'hui, le MPL ne tire pas en tant que tel contre l'opposition, comme on le constate. Le MPL attire l'attention de l'opinion publique sur ce qu'on pourrait être amené à appeler l'inconséquence de l'opposition politique regroupée dans le cadre de l'aide démocrate et du Front pour la restauration de la démocratie. Parce que comment pouvez-vous dire que vous êtes en désaccord avec un processus électoral? Méconnaître la Constitution qui a servi de base au code électoral et à la refonte du système partisan. Mettre en cause le parrainage, lutter pour le respect des injonctions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples relatives à l'abrogation de la Constitution et de toutes les lois subséquentes. Comment pouvez-vous être dans toute cette logique et sans être sûr de remplir toutes les conditions, c'est-à-dire avoir les parrainages à main, avoir la possibilité que les dossiers qu'on a ne pourraient pas être arrêtés? Comment pouvez-vous aller vous faire harakiri et vous mettre en position d'homologation d'un processus électoral auquel vous n'êtes pas du tout partisan? Un processus électoral que vous dénoncez, un processus électoral dont la remise en cause est l'essence, la quintessence même de l'existence politique de l'opposition politique aujourd'hui au Bénin. Donc, en termes clairs, tout comme
il y a la maille-maille au niveau de la mouvance présidentielle qui ne s'entend pas du tout, contrairement à ce que beaucoup pensent. Il suffit seulement d'incrustrer, d'investiguer, il suffit de pénétrer les univers de la mouvance présidentielle pour savoir que les partis de la mouvance présidentielle ou le consortium de personnalités morales et physiques, d'intérêts économiques et antagonistes qui se sont retrouvés autour du chef de l'État sont plus divisés. Ces acteurs sont plus divisés que les opposants. Fondamentalement, il faut le voir. Donc, le MPL, dans ce cas de figure, crie à la trahison, mais moi je parlerai beaucoup plus d'inconséquence, prend le peuple à témoin, bien avant que la Sénat n'arrête, parce que le MPL savait certainement déjà là où allait le pouvoir de la rupture. Au regard de ça, aujourd'hui, quel est le poids de ce parti politique? Quelle est son influence pour se faire entendre? Est-ce que il n'est pas trop jeune, trop poids-plume pour espérer impacter, en tout cas un tout petit peu, le processus en cours? Nous sommes des médias depuis 1995, c'est vrai, à la conférence et à la rencontre de la francophonie, mais nous étions politiques depuis et nous avions connu sur le terrain politique les principaux responsables du MPL. Si nous disons que nous avons 26 ans, 28 ans de carrière, nous pouvons dire que la plupart des responsables politiques du MPL que nous connaissons aujourd'hui ont au moins 20 ans de vie politique derrière eux. Ce qui n'est pas évident pour 80% des acteurs politiques de la mouvance présidentielle aujourd'hui. Il y a au moins 50% des membres du clan qui ont été nommés et désignés. Il y a au moins des néopoliticiens qui ne sont devenus politiciens que parce que le président de la République est arrivé au pouvoir. On les a vus sortir de la société civile, on les a vus revenir de l'extérieur. C'est pour vous dire que le MPL est dirigé ou regorge en son sein, au regard de ce que nous venons de vous dire, des acteurs politiques qui sont doublement, triplement plus expérimentés que 80% de ceux qui animent la vie publique aujourd'hui. Donc, le MPL aurait pu montrer à l'opinion publique sa force, si on lui avait, sa force de frappe, si on lui avait permis d'aller au communal. Mais on l'a vu, tout comme on l'a fait pour le Moël, on a écarté où le MPL n'a pas été aux élections communales. Mais pour juger, pour jauger la force du MPL, mais il fallait voir la facilité avec laquelle les candidatures pleuvaient de partout. Les quelques ratous que nous avions faits au siège du MPL nous avaient donné la preuve que le MPL avait même des dossiers de candidature qu'il avait rejetés, qu'il avait mis en stand-by, qu'il était même amené à balancer à d'autres partis politiques. Ça veut dire que le MPL était né dans une période où le besoin se faisait sentir. Le MPL avait suscité l'engouement parce que la plupart de la génération, des membres de la génération montante, au niveau des aînés, au niveau des jeunes, au niveau des femmes, au niveau de toutes les couches de la nation, se retrouvaient au niveau du MPL. Le MPL aujourd'hui existe. Mais il ne continuera d'exister que par rapport à son activisme. Et je crois que cette réaction justifiée, qui parle de l'inconséquence des compagnons de l'opposition, cette réaction sera circonscrite, fera son effet dans le temps, mais très vite, autour de ce qui reste de la vraie opposition, ensemble avec le MPL, nous aurons de la qualité au niveau de l'animation de la vie publique. Ceci étant, le processus électoral suit son cours. La communauté internationale, ainsi que l'on dit, les représentants du système des Nations Unies, Ibn Chabas, qui se retrouve en position tellement délicate par rapport au rôle qu'il a eu à jouer lors des législatives, qui remet en cause complètement
la confiance que l'opposition politique placerait en lui. Le président Éric Kounoté l'a dit, Alessandro Ntondi l'a dit, docteur, et le professeur Biobigou également l'a dit. Ils l'ont tous dit qu'ils ne croient pas en M. Ibn Chambas. Mais nous avons également entendu M. Brou de la CEDEAO. Beaucoup pourraient dire que Marcel de Souza était parti dans une logique de gentleman agreement entre le président Talon et le président Ouattara pour que lui soit là et que c'est la meilleure des manières pour lui de rendre l'ascenseur au président Patrice Talon que d'homologuer ce qui se passe aujourd'hui. Mais l'un dans l'autre, c'est que tant que dans un environnement où en Côte d'Ivoire il y a eu les élections, en Guinée il y a eu les élections à problème, et la communauté internationale n'a pas eu une position tranchée tel que le voulaient les peuples, tant que le mouvement populaire ne sera pas de taille, la communauté internationale ne s'en tiendrait qu'à la légalité des faits. Et à ce titre, il ne faut pas s'attendre à ce que cette communauté internationale outrepasse ses prérogatives et joue le rôle de l'opposition politique en ces lieux et places. Et c'est ce rôle que je crois en toute honnêteté intellectuelle que le MPL est en train de jouer aujourd'hui. Alors, nous sommes au terme de cette émission. Votre mot de fin? De mémoire d'analyse politique, depuis Léopold Dossou, avec le Haut Conseil de la République, avec de vénérables mémoires à feu Monseigneur de Souza, père son âme, nous n'avons jamais vu une élection présidentielle, après avoir participé également au mouvement de 89 pour l'avènement de la conférence nationale, nous n'avons jamais vu une élection présidentielle susciter autant de manque d'arguments au niveau de la population. Nous n'avons jamais vu une élection présidentielle apolémique au niveau des tests, au niveau des structures en charge de son organisation. Mais nous pensons que si on doit blâmer le pouvoir de la rupture, nous ne devons pas non plus absoudre les vis-à-vis de ce pouvoir qui, empêtrés dans la crise de leadership, dans l'incohérence au niveau de la cohésion, se sont tétanisés, se sont sclérosés et ont été, depuis longtemps, absents du jeu politique. Ils ont été incapables de mobiliser le mouvement populaire pour contrer la volonté expansionniste du pouvoir de la rupture. Et nous voilà au résultat. Battus sur le terrain des tests, battus sur le terrain du fichier électoral, battus sur le terrain des structures en charge de l'organisation des élections, même populaire au niveau du peuple, parce que le chef de l'État, lui, sait qu'il est impopulaire. Nous nous demandons quelle sera la marge de l'opposition politique aujourd'hui pour qu'on ait véritablement une belle fête électorale. En tant qu'analyste, il est à souhaiter que les voies légales soient suivies et que même si l'on doit réveiller le mouvement populaire, qu'on n'aille pas vers de la sédition, qu'on n'aille pas vers des mouvements qui mettent à mal la fragile cohésion nationale, la paix et la concorde. C'est la fin de cette émission, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Je rappelle, j'ai reçu pour vous Médéric Gongo, fondé du quotidien Actu Express et également analyste politique. Merci de nous avoir suivis. À vous aussi, merci. C'est moi.